Je suis Super Nord. Je suis Super Sud. Je suis Super Est. Et je suis Super Ouest. Nous sommes les Les 4 4 points points cardinaux. cardinaux. Et ce soir, nous allons vous parler d'un pays qui est en guerre. Nous traitons de son histoire, sa situation politique et économique. Sans oublier sa culture, sa religion et sa géographie. Ce soir, les 4 points cardinaux vous en apprendront sur la Syrie. Si. On y arrive. Eh oui. Juste là. À toi, Super Nord. Eh bien, c'est à moi, en tant que Super Nord, je vais super bien vous présenter mon super sujet qui est l'histoire. La Syrie, en fait, c'est l'une des plus anciennes civilisations de ce monde. Les premières civilisations de la Syrie ont eu lieu, en fait, ont existé à l'an 3000, de l'an 3000 à l'an 2500 avant Jésus-Christ, tout comme, en fait, pour l'Empire égyptien. La première ville fut Mari, et dernièrement, en 1975, nous avons découvert une autre ville qui a eu lieu dans les mêmes années. Ça se trouve à être la ville d'Ebla. C'est un pays qui a été envahi, conquis, anéanti, détruit, reconstruit, reconquis. Donc, c'est une ville au cours de toutes ces périodes, toutes ces générations, ces milliers d'années, a eu des changements divers. Une année importante, on va commencer ça immédiatement. À l'an 661, c'est l'Empire Omeyyade qui a pris possession de la Syrie et a installé la capitale à Damas, qui est toujours la capitale en fait de la Syrie. Cet empire-là était originaire de la tribu arabe Kurey, qui en fait sont les premiers à avoir pratiqué l'islamisme pendant le temps de Mahomet. Et non Mohamed, comme certains osent dire. Et eux, l'Empire Omeyyade, ont eu le pouvoir jusqu'à l'an 750. Suite à cela, il y a eu une guerre de 3 ans. Les Abbassides ont pris la possession, l'Empire Abbasside, et ils ont déplacé le pouvoir de la Syrie en Irak à Bagdad. 900, là je vous en parle brièvement parce que je vais en parler plus tard. Les Mamelouks sont arrivés. C'est une milice formée d'esclaves recrutés et affranchis et finalement payés par une autre tribu, les Ayyoubides. Là, je vous en présente plein, vous allez comprendre immédiatement. À l'an 1170, Saladin, premier dirigeant Ayyoubides, conquiert donc l'Égypte et du même coup commence à s'installer en Syrie où les Abbassides sont. Les grosses années sont à venir, 1249 à 1260. Les Mamelouks se révoltent contre les Ayyoubides. Et se révoltent contre les Ayyoubides. Ils battent l'armée des croisés la croisée du roi de France, donc Louis IX, lors de la 7e croisade. Suite à cela, ils vont renverser, c'est ça, c'est pour ça que je tournais ma feuille, j'avais complètement oublié. Ils renversent donc les sultans Ayyoubides en Égypte et les Abbassides sont écrasés par les Mongols donc la dynastie des Sheban qui est le petit-fils de, je ne sais pas si vous connaissez, Gengis Khan. Ça vous dit quelque chose? Oui, l'empereur mongol. Exactement. Donc, c'est le fondateur de l'Empire mongol qui a conquéri une bonne partie de l'Asie dans les années 1100 à 1200. Suite à cela, les Mamelouks, ils vont vaincre les Mongols et recueillent les Abbassides. Ils sont tellement gentils. Ils vont recueillir les Abbassides et ils vont avoir le pouvoir jusqu'en 1400. En 1400, la dynastie Timouride, donc, qui est contrôlée par Tamerlan. Tamerlan est un être, un fou, je dirais, un guerrier turco-mongol qui met le feu complètement à Damas, à la belle capitale de Damas. Les Mamelouks résistent, cependant, ils sont très affaiblis. La ville est reconstruite et évidemment, vous devez connaître l'Empire ottoman. L'Empire ottoman arrive sur les lieux et met fin complètement donc, à la dynastie des Abbassides, des Mamelouks, et ils prennent possession de l'Irak, ils prennent possession de la Syrie ainsi que l'Égypte. C'est un gros empire, on s'entend. Suite à cela, 400 ans plus tard, ils prennent possession pendant 400 ans de tous ces territoires. Et en 1918, ça vous dit quelque chose cette date? Donc, fin de la Première Guerre mondiale, Hussein ibn Ali
Je le prononce comme du monde, j'ai vérifié. Donc, il était de la dynastie des Hachémites, qui est l'une des branches du Kureil. Je vous ai dit tout à l'heure que le Kureil venait de Mahomet. Et c'est une branche directe de Mahomet et ils lancent la révolte arabe contre les Ottomans parce qu'ils aimeraient occuper le territoire et finalement avoir l'indépendance. Et ils vont s'allier aux Français ainsi qu'aux Britanniques. Cependant, les salopards, les Britanniques et les Français ont fait un accord secret qui s'appelle Sykes-Picot qui consiste en gros à aider les Syriens. Et suite à cela, ils ont battu les Ottomans, parce qu'ils les ont battus, les Ottomans, une fois qu'ils les ont battus, ils ont décidé de se partager le territoire au lieu de le donner aux Syriens directement. Et ils ont en fait créé artificiellement des pays distincts qui sont maintenant des vrais pays, entre autres le Liban, la Jordanie, la Palestine. Et, Ça faisait partie de la Syrie avant. Exactement. Donc, la Syrie, maintenant, c'est la Syrie moderne et avant, c'était la Syrie ancienne, on va dire. Ouais. C'est ça. En 1940, Deuxième Guerre mondiale, donc l'invasion de l'Allemagne sur les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, ainsi que la France. Donc, la Syrie se fait maintenant contrôler par les forces françaises externes. C'est une organisation de résistance, donc eux ne sont pas en France, ils vont se rapatrier dans un autre pays, c'était la Syrie dans ce cas-ci. La Syrie réclame le départ parce que là, ça n'avait aucun sens. En fait, ça ressemble un peu à la Syrie d'aujourd'hui avec tous les pays qui sont dans la Syrie même. Et ils demandent le départ, les Britanniques les appuient. Charles de Gaulle, il ne veut pas, il veut ouvrir la guerre contre Churchill, qui était le premier ministre de l'Angleterre. C'est exactement. Non, excuse, dans le temps, ça s'appelait la nouvelle. On en reparle. Je vais le marquer sur notre site Internet. Donc, il veut faire partir un bras de fer contre Churchill et les Syriens. 2000 morts. Les Syriens ont enfin leur indépendance en 1946. Assez tard quand même. Donc, Hachem Atassi, premier président de la République syrienne, pendant ce temps, il y a eu 7 grands coups d'État entre 1949 et 1966. On ne va pas se lancer là-dedans, je pourrais en parler pendant des heures. Et finalement, Amin al-Assef, qui était le président donc, du parti Ba'ath, se fait lui-même renverser par l'aile pro-soviétique de son gouvernement. C'est ça que j'allais dire, de son gouvernement. Salah al-Jadid, qui est maintenant le nouveau président, est affaibli par la guerre contre Amin al-Assef, qui était l'ancien président, et aussi par un conflit avec l'Israël suite à un blocus du détroit du temps. Donc, c'est une guerre, en gros, c'est une guerre de 6 jours qui a perduré pendant des semaines à la suite pour avoir pour avoir le pouvoir de la rivière qui les séparait. En fait, c'est économiquement, c'est vraiment positif pour eux. Et finalement, Hafez el-Assad, ça peut peut-être vous dire quelque chose. Le dernier coup d'État, chef d'État pendant 30 ans de 1970 à l'an 2000. Et dernièrement, lors de sa mort, en fait dernièrement, il y a quand même 14 ans, le nouveau président de la Syrie que vous connaissez peut-être bien, son fils, Bachar el-Assad, s'est mis en place et donc tient le contrôle et dernièrement encore a été réélu en 2014. Wow. Voilà l'histoire de la Syrie, donc résumée en 5 minutes, brièvement. Et maintenant, Super Sud, c'est ton tour, mon ami. Merci, Super Nord. Alors, peut-être comme moi, Super Nord et vous, super auditeurs, vous avez de la difficulté à comprendre la situation politique en Syrie. Effectivement, c'est très complexe. C'est une espèce de ramassis de problématiques régionales, locales et même internationales. Alors, donc, au plan local, c'est la guerre civile. Au plan régional, c'est la guerre sainte. Et au plan international, c'est une espèce de guerre froide. Donc, rivalité ancestrale au niveau régional entre les chiites et les sunnites. On va voir sur la carte. Tu peux expliquer brièvement chiites, sunnites? Oui, c'est des branches de l'islam. En 1600, il y a eu, après la mort de Mahomet, il y a eu une division. Puis là, depuis ce temps-là, il y a des rivalités entre les deux. C'est deux communautés qui ont des manières de penser. Ils ont des manières de penser différentes. Et on voit sur la carte ici, vous avez les chiites qui sont en mauve et les sunnites qui sont en vert et qui sont répartis sur un très grand territoire dans tout le Moyen-Orient. Et ces divisions-là n'ont rien à voir avec les pays actuels.
Ce qui fait qu'on se retrouve en Syrie, on a en présence un peuple qui est majoritairement sunnite et un gouvernement qui est majoritairement chiite. En 2011, le peuple a tenté de faire des revendications au gouvernement pour avoir plus de liberté. Mais rapidement, il y a des groupes qui se sont attirés sur les policiers. La répression est très violente et tout ce conflit-là a dégénéré en guerre civile qui sévit encore maintenant. D'ailleurs, je sais qu'il y a eu plusieurs manifestations à Hamas, à Homs et Banyas, puis surtout à Deraa. Il y a des milliers de manifestations. Oui, c'est devenu un conflit à la grandeur Exactement. du pays. Donc, les loyalistes appuient le gouvernement de Bachar al-Assad. Ils contrôlent principalement les villes et dans les campagnes, surtout les rebelles. Maintenant, les groupes rebelles, ils ont un ennemi commun, qui est le gouvernement, mais c'est malgré tout très difficile de s'y retrouver parce qu'on compterait jusqu'à 1000 sous-groupes rebelles qui ont un ennemi commun, mais qui ont des points de vue et des agendas différents, ce qui fait qu'ils ils se combattent entre eux. Alors, et tout le temps. Et tout le temps. Et là, on ne sait plus qui va faire quoi, ni pourquoi. C'est très difficile à suivre. C'est très chaotique. Exactement. Et ici, si on regarde sur l'autre carte, on voit un peu comment sont réparties les forces en place. Alors, vous avez le long de la côte Méditerranée, en orange, le gouvernement syrien. Vous avez le grand territoire gris, c'est la couleur est très appropriée, l'État islamique. Parce que c'était très violent. Les groupes rebelles syriens sont en vert. Et pour compliquer le tout, j'ai parlé de la communauté chiite et sunnite. Eh bien, le groupe dans le nord, en jaune, c'est une autre communauté kurde qui a un autre programme et qui, eux, aimeraient bien profiter de la situation pour faire leur autonomie. Okay. Alors, c'est un autre facteur qui entre en ligne de compte. Maintenant, j'ai parlé aussi de guerre à un niveau international. Eh bien, la Syrie sert un peu de lieu où les pays, les forces mondiales vont se combattre entre elles sur le terrain de la Syrie. Comme le Canada et les États-Unis, on est rendu en Syrie pour on ne sait quoi finalement. Oui. Parce qu'on cherchait un territoire pour se battre. Oui, bien alors, disons, si on commence par présenter les amis de la Syrie, alors vous avez l'Iran et le Hezbollah libanais qui sont chiites, qui vont appuyer la Syrie. Et on comprend que si l'Iran est du côté de la Syrie, eh bien les États-Unis, évidemment, sont contre le gouvernement de Bachar al-Assad. Donc, les États-Unis appuient la seule force reconnue qui est contre le gouvernement de Bachar al-Assad, c'est l'armée syrienne libre, qui est constituée de gens qui ont déserté l'armée régulière, de civils et de combattants aussi mercenaires qui sont subventionnés par l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite appuie la Syrie pas tellement parce qu'elle est contre, elle est contre la Syrie, elle appuie, excusez, je recommence, elle appuie l'armée syrienne libre, pas tellement parce qu'elle est contre la Syrie, mais parce que c'est plutôt un moyen pour elle de combattre l'Iran. Indirectement. Indirectement, c'est ça. Du côté européen, il y a plusieurs pays aussi qui, vous savez, il y a une espèce d'alliance, Syrie, Iran, Hezbollah, Libanais. Alors, l'Europe est contre ça, mais la Russie, c'est intéressant. Alors, c'est toujours le fameux combat États-Unis-Russie. Alors, évidemment, la Russie, c'est un allié de longue date, la Syrie, notamment pour des raisons commerciales. Ils font le commerce d'armes légères depuis des décennies, alors ça se poursuit pour eux. Aussi pour une question de sécurité stratégique, je dirais, parce que ça leur donne accès à la base navale de Tartou, qui est en fait leur seul accès à la Méditerranée. Et finalement, pour une raison de sécurité nationale, ils ont eu récemment des problèmes avec les djihadistes tchétchènes, et c'est une façon pour eux de les combattre en dehors de leur territoire. Alors, ils en profitent de cette façon-là. Les Chinois, bien, souvent, les Chinois sortent leur carte du jeu à la dernière minute. Mais ce qu'on sait, c'est que par deux fois avec la Russie, ils ont bloqué un projet de résolution de l'ONU contre la Syrie. Au final, on se retrouve avec 2,8 millions de réfugiés qui ont quitté la Syrie. C'est une quantité incroyable de personnes. 700 000 se sont retrouvés au Liban. Alors, en Liban, ça fait des tensions extrêmes. 700 000 personnes qui arrivent tout d'un coup dans un tout petit pays.
À l'intérieur même du pays, 6,5 millions de personnes ont dû quitter leur maison pour déménager. C'est énorme, hein? J'ai vu les statistiques en 2013, puis en 2013, c'était seulement 1,5 million de personnes qui ont dû quitter leur Alors, leur à demeure. un Donc, an, il y a eu l'augmentation une quand même de intense- 4 millions, là, c'est énorme. Là. C'est terrible. Hein? C'est ça. Alors, le conflit n'est pas loin, n'est pas près de se terminer, mais souhaitons quand même que ça se fasse très rapidement parce que les populations en écopent. On leur souhaite. On leur souhaite. Au retour de la pause, Super S, tu vas nous entretenir de la série toujours. Super! Yay! 2014, vous en avez plus pour votre argent. Calculons. La caméra de recul multi-angle, le téléphone Bluetooth, oh putain, les sièges avant chauffants. Tout ça pour 0 $. Ça vient de série. Et si je multiplie ça par la valeur de revente, les litres de rangement divisé par la pression barométrique, ça me donne... Le mot soleil! Ça tombe bien! Il se fait aussi avec le toit ouvrant. Oui, j'aime ça, moi. Je pars toute ma nuit à ramasser des dents. En plus, je me tape une file d'une demi-heure à la banque pour déposer un chèque. Tu sais qu'avec PhotoCheck du ING Direct, tu peux déposer un chèque simplement en le prenant en photo. C'était un mythe, ça. Regarde, téléphone intelligent, application, photo. Et voilà. PhotoCheck, croyez-y. Obtenez une prime de 100 $ quand vous ouvrez un compte chèque entrant avec dépôt direct de votre paye. ING Direct, changez d'air bancaire. C'est fou, hein? Maintenant, quand on veut bien manger, il faut se poser plein de questions. Est-ce qu'il y a assez de fibres dans ça? Est-ce qu'il y a trop de gras dans ça? Est-ce qu'on en mange assez? Oh, parfois, on a simplement envie de se faire plaisir et de manger des bonnes charcuteries sans se poser de questions. Olimel choisit avec soin les ingrédients de ses charcuteries Olimel Smart Nature et indique clairement les valeurs nutritives sur l'emballage. On peut voir ce qui est bon pour nous et que c'est bon au goût. C'est naturel de faire le bon choix. Olimel Smart Nature. Chez Bel Air Direct, une soumission à 15 minutes pourrait vous faire économiser 200 $. Pas facile de faire autant d'argent en si peu de temps. C'est plus simple de contacter Bel Air Direct. Mais pour accompagner votre tartare, je pourrais vous faire goûter un pinot qui vient d'arriver dans l'espace cellier. Ouh, l'espace cellier! Ah, goûte à ça, chérie. J'ai trouvé ça dans l'espace cellier. Ouh, espace cellier. Et pour aller avec ça, Daniel a fait une petite trouvaille dans l'espace cellier. Ouh, l'espace cellier! Laissez-vous surprendre par l'espace cellier. C'est plus accessible qu'on pense. En 2002, on a ouvert Chocolat Geneviève Grandbois. C'est là qu'on a rencontré la Banque nationale, qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis depuis ce temps-là, 10 ans après, on est toujours partenaires. J'ai un super directeur de compte. Tu sens qu'il est passionné par l'entrepreneuriat. Là, on planifie un plan de croissance, puis il nous appelle. Puis si bientôt, je vais être prêt. En tout cas, je veux vraiment venir entendre ça, savoir ce qu'il y en est. Ils savent travailler avec des entrepreneurs. Ce n'est pas d'hier que nous accompagnons les entrepreneurs d'ici dans leur croissance. Toujours présents pour les entreprises, Banque nationale. De retour aux 4 points cardinaux, je suis Super S et et je porte fièrement le Super E et je vais vous parler d'économie. Donc, je vous dresse le portrait, dans le fond, de la situation économique en Syrie. Je vous parle d'abord de la situation avant la guerre civile, puis ensuite les conséquences que ça a apporté pour se retrouver dans une situation économique actuelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la guerre civile, la situation sociale du pays était déjà préoccupante. Un tiers de la population vivait sous le seuil de la pauvreté. 20 % de la population était sur le chômage et depuis la guerre civile, ça n'a qu'empiré. Mais avant la guerre civile, il y a eu une tentative d'amélioration avec la libéralisation économique lancée par Bachar al-Assad. Et grâce à ces efforts-là, le PIB avait doublé en 5 ans. Donc, on a pu voir cette amélioration-là. Malheureusement, aujourd'hui, oui, c'est ça. Malheureusement, on ne peut pas voir de traces de ces améliorations-là à cause de la guerre. La Syrie était
en plein développement économique, surtout à cause de son exportation. La Syrie exportait le coton, les céréales, les phosphates et surtout le pétrole. C'est vraiment la clé de leur exportation. Et au niveau de leur économie, le pilier de leur économie, c'était l'agriculture. Compte tenu de leur forte population, ils voulaient s'autosuffire, donc en faisant travailler les gens pour qu'ils se nourrissent eux-mêmes, si on peut voir ça comme ça. Donc l'agriculture, c'était vraiment le pilier de leur économie et le secteur agricole représentait 23 de leur PIB et employait 15 de la population. Donc tout à l'heure, je vous ai dit 20 qui étaient sur le chômage, 80 des gens qui travaillaient et de ce 80%-là, 15 étaient dans le secteur agricole. Mais il reste que c'est un secteur assez fragile parce que, bien sûr, c'est un pays qui dépend directement des conditions climatiques. Et ce qui se passe en Syrie en ce moment, c'est qu'il y a une pénurie d'eau. Et surtout en temps de guerre, on a de la difficulté à s'approvisionner en eau. Donc l'agriculture, c'est assez... Ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau, pour faire un mauvais jeu de mots. Et je vous ai parlé tantôt du pétrole. Le pétrole représentait 14 du PIB syrien. Le secteur était très important au niveau de l'exportation, comme je l'ai mentionné. Le pétrole représentait 65 des revenus. Non, des exportations du pays. Par contre, selon des experts, les puits syriens s'épuisent d'année en année et d'ici 2020, si ça continue comme ça, les puits seront vides. Alors, on souhaite que leur situation s'améliore parce que... Des nouveaux gisements. Des nouveaux gisements, puis quelque chose qui prenait tant de place dans leur économie va s'effondrer dans quelques années, ça n'a pas de sens. Et le secteur tertiaire était bien établi. Je ne savais pas ça, mais le tourisme, principalement, est assez bien établi et représentait 45 du PIB. On s'entend dessus aujourd'hui qu'il n'y a plus grand monde qui vont faire du tourisme en Syrie, surtout en ce moment. Donc, la guerre civile est arrivée et l'économie est vraiment au bord du gouffre. Sur tous les points, là. Vraiment Oui, sur tous les points. La consommation a chuté, les échanges se font presque plus avec la Syrie, le tourisme s'est effondré, la production pétrolière est en baisse, l'économie s'est contractée de 18 en 2013, seulement en 2013. Donc, et les prévisions pour 2014 sont très pessimistes. Donc, tout à l'heure, on parlait d'une augmentation de 4,5 millions de personnes qui ont quitté leur... C'est ça. À la fin 2013, on comptait 1200 morts, 2,3 millions de réfugiés à l'extérieur. Je ne sais pas les mêmes chiffres parce que moi, c'est à la fin 2013, et 5 millions de déplacés à l'intérieur même du pays. Alors, c'est sûr que tu ne peux pas avoir une économie qui va bien quand tout le monde s'en va puis que tu as moins de gens pour travailler. 150 000 morts en 2014. C'est ça. Donc, le pays bénéficie... Ce qui se passe aussi avec l'économie, c'est que le pays bénéficie du soutien de la Russie qui leur fournit des armes à crédit. Ils ont aussi... c'est exactement ça. Ils ont aussi des crédits de l'Iran. Mais si le pays finit par se remonter, ils vont se retrouver avec une immense dette. Donc, ils ne sont pas prêts économiquement de se remonter. C'est ironique un peu, hein, parce que comme en 2013, c'est la Russie qui a empêché, en fait, les États-Unis d'attaquer les excuse-moi, on en a parlé tout à l'heure. Oui, les centres chimiques. Là. Les centres chimiques, et c'est là, maintenant, c'est eux qui leur fournissent les armes. C'est ça, exactement. Et la situation économique est vraiment alarmante. Le déficit budgétaire atteint 14 du PIB. Et l'État n'arrive même plus à subventionner les produits de base. Donc, les gens qui restent en Syrie sont quasiment privés de leurs produits de base. Donc, il y a... Qu'est-ce que tu veux dire par produit de base? Donc, la nourriture? Oui, la nourriture, tout ce qu'il faut pour vivre. Là, mais dans le fond, il faut que ça vienne d'exportation parce qu'ils sont plus capables de... Oui, mais en même temps, les échanges avec les autres pays, c'est difficile d'importer aussi parce que... En tout cas, bref, en 2014, le président Assad et le gouvernement avaient décidé d'opter pour une économie expansionniste et malheureusement, cette économie-là, ils voulaient sortir 9,8 milliards pour essayer de remonter la situation, mais ces 9,8 milliards-là, ils vont où en temps de guerre? Dans les armements, dans les opérations militaires, les salaires des militaires, la nourriture pour les militaires. Ils donnent l'argent à la Russie, au Liban, puis à l'armée. Donc, c'est ce qui traçait brièvement la situation économique en Syrie. Ça va pas bien. On leur souhaite
surmonter un petit peu. récupérer. Ouais. Alors, à toi, Super Ouest. Oui, moi, ce soir, je décide de... J'aimerais ça que tu nous parles avec ton masque sur les yeux. T'aimerais ça? Oui. C'est un peu désagréable pour ok. là, c'est juste pour ça. Mais c'est pas grave, c'est le costume. Hein? C'est bon, ça fait bien pareil. En fait, ben, c'est ça, j'ai dressé un bref portrait pour la religion puis la culture. Donc, je vais commencer par la religion. C'est un peu plus positif, mais c'est assez compliqué, la religion. En Syrie, dans le fond, il y a 87 de musulmans pour 13 de chrétiens. Comme Martin nous avait parlé un peu tantôt, je vais vous parler des différentes branches de l'islam. Puis, il y avait, dans le fond, les trois principales branches qui étaient le schisme, le sunnisme et le haridjisme. Maintenant, parmi les musulmans, il y en a 70 qui sont sunnites, qui est le courant qui est majoritaire dans la religion islamique. Puis, de ce 70 %-là, il y a 60 qui sont arabes. Le reste sont soit turcs ou kurdes. Puis ensuite, il y a 5 de chiites, 12 d'alouites, bref, c'est plusieurs noms. Ils se situent au nord de la Syrie, puis dans le fond, ils viennent de la Turquie et du Liban. Ensuite, il y a 3 seulement de Druzes, que je vous parlais, qui sont au sud de la Syrie. Donc, ils sont très dispersés partout. Puis là, si vous êtes mélangés, vous pouvez aller voir sur notre Sur la page, sur notre page exactement. Internet, pour suivre l'information. Dans le fond, cette religion-là, elle se base sur l'initiation philosophique, en plus de constituer une synthèse de divers courants religieux, finalement, et intellectuels, est considérée comme étant à l'origine de ces autres branches dont on a parlé, le schisme. Quant aux chrétiens arabes ou non arabes, ils se subdivisent dans une dizaine de communautés. Donc, il y a les Grecs orthodoxes, il y a les Grecs catholiques, les Syriens orthodoxes qui sont jacobites, les Maronites, les Syriens catholiques, puis les Assyriens. La communauté juive en Syrie représente... Je suis sûre que vous savez. La communauté juive en Syrie représente environ 1 million de personnes sur 22,85 millions habitants. Puis les réfugiés sont en majorité palestiniens, dans le fond à 300 000, puis irakiens à 500 000. Ensuite de ça, pour ce qui est de la culture, dans le fond, elle se base sur la religion qui a un impact fort, dans le fond, sur la culture parce qu'elle proscrit la conduite qu'ils doivent avoir en public et en famille. Puis, c'est une des choses qui marque la culture, dans le fond, c'est l'artisanat. C'est très important pour eux. Donc, la conception de tissus, de matériaux. Les décorateurs, en fait, occidentaux, puis tout se battent pour avoir des Syriens qui leur confisqueraient des tissus colorés et différents. Saviez-vous dans le temps que chaque fois que les empereurs... en fait, une grande mode, c'était le kidnapping d'artisans. Donc, dans tous les millénaires, à travers les millénaires, le kidnapping d'artisans, c'était une très grosse mode. Je suis sûre que présentement, ils voudraient se faire kidnapper du pays. Peut-être que ça irait mieux ailleurs. Mais maintenant, dans le fond, les trois villes qui sont renommées grâce à leur spécialité dans l'artisanat, c'est Damas, qui est la capitale de la Syrie qu'on a nommée plus tôt. Puis, dans le fond, elle est connue pour les brocards. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Je vais vous expliquer. En fait, un brocart, c'est une étoffe de soie qui est brochée avec des tissus argent et doré. On la voit souvent dans des sofas, les motifs, ou soit des rideaux. En fait, il y en a plusieurs. Aussi, dans les jupes, dans les robes, j'ai regardé, il y avait beaucoup d'idées avec ce matériel-là. Puis, c'est devenu... ça provient de la Chine. Puis, c'était en 1459, au début de l'ère chrétienne, dans le fond, à la naissance de Jésus. J'ai vu différentes images pour décrire justement le brocart. Puis, mon premier mot, dans le fond, ça serait l'élégance. On le voit partout. Ensuite de ça, je vais vous parler de Hama. C'est une autre ville qui est célèbre. Elle est célèbre pour ses draps. J'ai pas trouvé d'image, malheureusement. Hamas? Hama. Non, Hama. Hama? Ah, oui. Puis, on y retrouve de maintes norias. Dans le fond, c'est les anciennes machines hydrauliques, comme les trucs en bois là, qu'on tourne. Ah, les cossins, là? Oui, puis c'est les cossins. Puis, dans le fond, c'est à côté du fleuve. Ça longe le fleuve de Oronte. Comme les machines à tisser, là. Bien, à tisser, mais ça tourne, là, c'est avec l'eau. Là. Puis, c'est ça. En fait, vous devriez voir les photos sur la page. Puis, Alep aussi, qui est dans le nord-ouest du pays de la Syrie, qui est, dans le fond, la deuxième plus grande ville, qui est une ville qu'on doit visiter, bien entendu, pas maintenant, parce qu'on sait que le pays va très mal, mais dans le temps, quand le tourisme allait bien,
c'était une ville qui était la plus visitée, puis elle a une population de 1 693 803 personnes. Donc, j'espère que vous en avez appris plus sur la religion et la culture. Eh oui! Oui, bien. Et on finit ça par notre cri, comme à chaque semaine. 3, 2, 1. Nous sommes les 4 points cardinaux et ce soir, nous étions en série. On se retrouve la semaine prochaine quelque part dans le monde.